7 choses à faire si tu deviens riche du jour au lendemain. Imagine une seconde que tu deviennes riche du jour au lendemain. Ton business explose, tes investissements décollent, ou un héritage inattendu tombe du ciel. Tu te dis que c'est le plus beau jour de ta vie. Mais les chiffres racontent une autre histoire. En France, plus de 8 gagnants sur 10 au loto finissent ruinés ou isolés en moins de 5 ans. Certains perdent leur famille, d'autres leur santé, et presque tous, leur paix intérieure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 décisions que tu dois prendre dès le premier jour où la richesse entre dans ta vie, celles que la plupart ignorent, avant de tout perdre. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière décision est la plus contre-intuitive de toutes. Celle que même les riches refusent de suivre, et qui pourtant détermine s'ils le resteront. Le bruit attire les regards. Le silence attire la richesse. Imagine une seconde que tu te réveilles demain. Riche. Pas à l'aise, non. Riche au point que ton compte en banque ressemble soudain à une erreur. Tu crois que le monde te félicitera? Non. Il te scrutera. Tes amis deviendront curieux, ta famille deviendra nerveuse, et les inconnus sentiront ton odeur avant même que tu parles. C'est ça, le piège. La richesse ne change pas ce que tu possèdes, elle change ce que tu représentes pour les autres. Et cette transformation commence le jour où tu parles. Pourquoi le silence est vital? En France, plus de 8 gagnants sur 10 au loto finissent ruinés, isolés ou brisés en moins de 5 ans. Certains ont tout donné. D'autres ont tout montré. Tous ont tout perdu. Tu crois que ton argent t'élève, il t'expose. Parce que plus tu gagnes, plus tu deviens un miroir des frustrations de ceux qui t'entourent. Et ce miroir, ils le briseront dès qu'ils verront leur propre reflet. Tu ne perds pas ton argent en parlant. Tu perds ta paix, ton anonymat, ton contrôle. La parole transforme ta fortune en fardeau. La société adore les success stories, tant qu'elles ne viennent pas de toi. Le silence, lui, te protège de ce théâtre. La première loi du riche est la suivante. Reste invisible, parle moins, observe plus. Les vrais riches n'ont rien à prouver. Ils savent que la richesse n'aime pas le bruit. Elle se nourrit de discrétion. Le silence, c'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin d'approbation. Chaque mot de trop, chaque signe extérieur, chaque photo partagée crée une faille dans ton armure. La modestie n'est pas une posture, c'est une stratégie de survie. Comment appliquer cette invisibilité? Regarde l'histoire de Jack Whittaker. Il a gagné plus de 300 millions d'euros au loto américain. Il croyait pouvoir combler le monde autour de lui. Résultat, harcelé, volé, trahi, détruit. Non pas par manque d'argent, mais par excès de confiance dans l'humanité. Traduis cela à notre réalité à nous, en tant que Français. Imagine un entrepreneur à succès qui parle trop tôt, trop fort. Les médias, les proches, les amis s'approchent. Il offre, il prête, il explique. Puis vient la jalousie, la suspicion, les demandes d'aide, les procès. En quelques années, sa fortune s'effrite, non pas à cause du marché, mais du bruit qu'il a lui-même créé. La vraie force, c'est de laisser tes résultats parler. Laisse ton banquier douter de ce que tu vaux. Laisse ton voisin croire que tu n'as rien. Parce que l'argent le plus puissant, c'est celui que personne ne voit venir. Tu viens de comprendre la première vérité. La richesse fuit ceux qui crient son nom. Mais même silencieux, tu restes vulnérable. Car si tu ne protèges pas ce que tu possèdes, le monde trouvera toujours un moyen de le prendre. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment les riches construisent une forteresse invisible autour de leur argent, avant même d'y toucher. Et si tu ne le fais pas, tu pourrais perdre ta fortune avant même d'avoir appris à la dépenser. La fortune ne te détruit pas. C'est son absence de frontières qui le fait. Tu crois être en sécurité parce que ton argent est à la banque. Tu crois que ta réussite te protège. Mais ce que tu ignores, c'est que le danger commence exactement à l'instant où tu penses être intouchable. Quand l'argent arrive, tout s'ouvre, les portes, les sourires, les sollicitations. Mais derrière cette ouverture apparente, se cachent des mains qui se tendent, des contrats qui s'allongent, des regards qui calculent. Tu es soudain visible pour des gens qui n'auraient jamais prononcé ton nom hier. La richesse attire 2 types de personnes. Ceux qui veulent comprendre comment tu as fait, et ceux qui veulent profiter du fait que tu ne comprends pas encore comment te défendre. Tu es comme un château sans murailles, solide à l'intérieur, vulnérable à l'extérieur. Et la plupart des nouveaux riches tombent, non pas à cause d'une erreur financière, mais à cause d'une erreur de naïveté. Pourquoi tu dois te protéger avant même d'en profiter? Quand on devient riche, on croit qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être libre. Mais en France, plus de 70% des héritages importants
et des gains exceptionnels subissent des erreurs juridiques ou fiscales dans les 12 premiers mois. Pas parce que les gens sont malhonnêtes, mais parce qu'ils pensent qu'avoir de l'argent suffit à savoir quoi en faire. Tu imagines ton compte qui grossit et tu te dis « je suis enfin tranquille ». Mais l'argent n'apaise pas, il attire. Les administrations, les partenaires, les proches, parfois même les conjoints. Tout le monde veut t'aider à gérer. Et sous couvert d'aide, tu signes sans lire, tu délègues sans comprendre, tu donnes sans t'en rendre compte. Le vrai piège, c'est de croire que tu contrôles parce que c'est ton argent. Mais l'argent que tu n'as pas protégé n'est pas vraiment à toi. C'est un aimant à convoitise. La deuxième loi du riche est la suivante. Avant de profiter, protège. Avant d'investir, structure. La liberté ne s'achète pas, elle se sécurise. Chaque euro non protégé est un soldat sans armure. Tu peux bâtir la plus belle des fortunes, mais si elle n'a pas de fondation juridique, fiscale ou psychologique, elle s'effondrera à la première secousse. La véritable richesse n'est pas celle que tu détiens, c'est celle que personne ne peut t'enlever. Comment construire ta muraille invisible ? Commence par t'entourer, pas de flatteurs, mais de gardiens. Un bon avocat vaut plus qu'une voiture de luxe. Un notaire compétent vaut plus qu'un nouveau bien immobilier. Et un conseiller fiscal honnête vaut mieux qu'1 million d'euros de rendement mal placé. Ce sont eux, les artisans de ton armure. Ce sont eux qui t'aident à transformer ta richesse en structure, ta chance en stabilité. En France, on ne parle pas de trust comme dans les pays anglo-saxons, mais la logique est la même. Crée une barrière légale entre toi et ton argent. Une société, une holding, une fiducie, une clause bien rédigée. Ce sont tes murs invisibles. Protège aussi ton intimité. Garde ton adresse privée. Limite les signatures si publiques. Ne mets jamais ton nom sur tout ce que tu possèdes. L'anonymat est ton allié. Parce qu'un nom exposé est une cible affichée. Et n'oublie jamais, dans ce pays, la loi ne protège pas forcément celui qui a raison, mais celui qui s'est préparé. L'argent attire les loups. Et le premier réflexe du loup, ce n'est pas de te mordre, c'est de te sourire. Tu sais désormais que ton argent a besoin d'un abri avant d'avoir une adresse. Mais même derrière tes murailles, un autre danger t'attend. Toi-même. Parce que quand tout te réussit, la tentation la plus dangereuse n'est pas celle de dépenser, c'est celle de tout quitter. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi les vrais riches ne fuient jamais le travail et comment le fait de continuer à agir, même quand tu pourrais t'arrêter, devient le secret de leur longévité financière et mentale. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir là fera la différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui se vident lentement en croyant s'être libérés. Ce n'est pas la liberté qui ruine les riches, c'est le vide qu'elle laisse derrière elle. Tu viens de réussir, ton compte explose, tes dettes s'effacent, tu sens ce vertige grisant, celui de la liberté. Tu regardes ton patron, ton bureau, ton agenda, et tu te dis « je n'ai plus besoin de tout ça ». C'est le moment où la majorité échoue, parce que cette phrase « je n'ai plus besoin » marque la fin de leur ascension et le début de leur chute. Quand l'argent arrive, il ne libère pas, il te teste. Et la première épreuve, c'est celle du vide. Le vide des horaires, le vide des objectifs, le vide du sens. Ce silence que tu croyais désirable devient soudain une cage transparente. Tu peux aller où tu veux, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu crois avoir gagné du temps. En réalité, tu viens de perdre ta direction. Pourquoi il ne faut pas tout quitter trop vite ? Regarde autour de toi. Combien de gens rêvent de dire un jour « j'arrête de travailler, j'ai enfin réussi ». Mais arrête-toi une seconde. Quand tu supprimes le travail, tu ne supprimes pas la contrainte, tu supprimes la structure. Le travail, c'est plus qu'un salaire. C'est un cadre mental, un rythme, une forme d'identité. C'est lui qui t'empêche de te diluer dans l'ennui et l'excès. En France, beaucoup de nouveaux riches ou d'héritiers tombent dans le même schéma. Le premier réflexe après un gain important, c'est de profiter. Partir loin, arrêter les réunions, se reposer. Et au début, c'est magique. Mais après quelques mois, le plaisir se transforme en désorientation. Tu ne sais plus quoi faire de tes journées. Tu dépenses pour combler l'absence de but. Et tu t'inventes de nouveaux besoins pour combler le silence. Le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Tu te dis « j'ai mérité ça ». Mais la vérité, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour l'inactivité. Il a besoin de mission, de création, de tension. Et sans ça, même la richesse devient un poids. Tu peux avoir 1 million d'euros sur ton compte et ressentir le même vide qu'un chômeur sans repère. La différence, c'est que ton vide à toi coûte beaucoup plus cher.
La troisième loi du riche est la suivante. Ne quitte pas ton travail, quitte seulement ce qui t'empêche de grandir. Les vrais riches ne fuient pas le travail. Ils fuient les prisons déguisées en confort. Ils comprennent que la clé n'est pas de tout arrêter, mais de choisir un travail qui les nourrit, pas qui les use. Le travail, c'est une boussole. Sans lui, tu perds le nord. Et perdre le nord quand tu es riche, c'est pire que d'être pauvre. Parce que plus tu montes haut, plus la chute est violente. Comment garder ton équilibre quand tout s'ouvre? Un célèbre entrepreneur britannique le dit souvent. Quand tu deviens riche, ne quitte pas ton emploi trop tôt. Quitte seulement l'emploi qui te rend vide. L'idée n'est pas de t'enchaîner à ton bureau. L'idée, c'est de garder une structure mentale, un projet, une mission. Continue à travailler, mais autrement. Si ton emploi t'étouffe, quitte-le dans la dignité. Mais garde un cadre. Crée une entreprise. Mentorise d'autres personnes. Apprends à investir, à transmettre, à bâtir. Travaille non plus pour survivre, mais pour te structurer. Le travail n'est pas ton ennemi, c'est ton garde-fou, parce qu'il t'empêche de te détruire par excès de liberté. Regarde autour de toi, combien d'artistes, d'athlètes ou d'entrepreneurs se sont effondrés après leur réussite. Tous avaient arrêté de produire, et quand tu arrêtes de produire, tu arrêtes de te construire. Le vrai luxe, ce n'est pas de ne rien faire, c'est de pouvoir choisir ce que tu veux faire. Et ça, tu ne peux le savourer que si tu continues à créer. Rester actif, ce n'est pas un signe d'esclavage. C'est une preuve de maîtrise. Parce qu'un esprit sans direction finit toujours par être dirigé par ses pulsions. Tu sais maintenant que le travail n'est pas une prison, mais un pilier. C'est ce qui te garde aligné quand tout vacille. Mais il reste un autre poison, plus sournois, plus discret. Il ne se cache pas dans ton agenda. Il se cache dans tes factures. Parce qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, même un riche peut vivre endetté. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi les mauvaises dettes sont comme des chaînes invisibles. Elles ne t'étranglent pas tout de suite, elles te tirent lentement vers le bas, pendant que tu crois encore être libre. Ce n'est pas la pauvreté qui t'enchaîne, c'est ce que tu continues de rembourser. Tu crois que la dette, c'est un problème de pauvre. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été aussi présente, chez les riches. Tu peux avoir un compte plein, un salaire à 6 chiffres, un portefeuille d'actions, et pourtant vivre prisonnier d'un fardeau que tu refuses de regarder. Parce que ce ne sont pas les chiffres rouges qui te détruisent, c'est l'illusion du contrôle. La dette, c'est une laisse invisible. Elle ne t'étouffe pas, elle t'apprivoise. Et tu finis par t'y habituer. Tu appelles ça le confort, le système, la stratégie fiscale. Mais ce n'est rien d'autre qu'une prison dorée. Chaque fois que tu dis « c'est pas grave, je paierai plus tard », tu creuses ta propre cellule, brique après brique. Et le jour où l'argent tombe du ciel, au lieu de te libérer, tu découvres qu'il ne fait qu'agrandir les barreaux. Pourquoi la dette est le plus grand saboteur de richesse? Les mauvaises dettes ne sont pas qu'un fardeau financier. Elles sont une posture mentale. Elles te maintiennent dans la logique du manque, même quand tu n'en manques plus. Tu gagnes de l'argent, mais tu continues à rembourser des erreurs passées. Tu construis une maison sur des fondations bancales, et tu t'étonnes qu'elle tremble à la moindre secousse. En France, la majorité des crédits à la consommation tournent entre 15 et 20% d'intérêt. C'est-à-dire que pour chaque 1000 € empruntés, tu en rends presque 1200. Ce n'est pas une dette, c'est un impôt sur ta précipitation. Mais le pire, c'est que tu ne la ressens pas. Parce qu'elle est discrète, elle se cache dans les mensualités, dans les crédits sans frais, dans les facilités de paiement. Et petit à petit, tu t'habitues. Tu trouves normal de payer chaque mois pour ce que tu possèdes déjà. La dette ne t'enlève pas ton argent, elle t'enlève ta sérénité. Elle te fait vivre avec un futur déjà amputé. Parce que chaque euro que tu gagnes est déjà promis à quelqu'un d'autre. Tu crois acheter une vie meilleure, mais tu vends ta liberté à crédit. La quatrième loi du riche est la suivante. Libère-toi de ce qui te rapporte rien. Rembourse ce qui te ronge. Les riches qui durent ne supportent pas les dettes toxiques. Ils savent qu'une dette coûte plus qu'elle ne vaut, parce qu'elle détruit plus qu'elle ne prend. Effacer tes mauvaises dettes, c'est le seul rendement garanti de ton existence. Tu peux perdre sur les marchés, mais tu gagnes à chaque fois que tu effaces ce qui te tire vers le bas. Les vrais investisseurs savent que le meilleur placement n'est pas toujours celui qui rapporte. C'est celui qui arrête l'hémorragie. Comment s'en libérer réellement? Commence par regarder ta vérité en face. Pas celle que tu montres, celle que tu caches. Les crédits, les découverts, les petits paiements récurrents que tu ignores. Fais la liste. C'est douloureux, mais nécessaire. Ensuite, classe-les.
En haut, les dettes qui t'étranglent, taux élevés, crédit revolving, cartes à la consommation. Au milieu, les dettes neutres, prêts auto, petits crédits personnels. En bas, les dettes intelligentes, taux bas, immobilier, investissement productif. Et règle dans cet ordre. Rembourse tout ce qui t'appauvrit, avant de penser à fructifier ce qui t'enrichit. Tu veux ressentir ce qu'est la vraie liberté? Ce n'est pas quand tu gagnes plus, c'est quand tu n'as plus à payer ce que tu ne possèdes déjà plus. Les Américains ont un mot pour ça, debt free. Nous, on a un mot plus puissant, indépendant. Parce que ce jour-là, quand ton salaire n'est plus absorbé par tes erreurs, chaque euro redevient un choix. Et les choix, c'est ça, la richesse. Souviens-toi, tant que tu rembourses, ton argent ne travaille pas pour toi, il travaille contre toi. Chaque mensualité est une punition différée, une sanction du passé, payée avec ton présent. Alors nettoie, purge, ferme les fuites avant de remplir le réservoir. Tu ne construis pas un empire sur des dettes, tu le construis sur un sol sain. Tu viens d'effacer le bruit de ton passé, mais maintenant, un autre danger arrive. Plus subtil, plus intime. Il ne se cache pas dans tes comptes bancaires, mais dans ton entourage. Parce qu'à ce stade, tu n'as plus besoin d'argent. Mais les autres, eux, en auront besoin. Et c'est là que commence le piège le plus sournois de tous, celui du cœur. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi prêter de l'argent à tes proches est souvent le geste le plus destructeur que tu puisses faire. Et comment la véritable générosité consiste parfois à dire non, pour ne pas perdre ce que l'argent ne rachète jamais, la confiance. L'argent que tu prêtes pour aider est souvent celui qui brise ce que tu voulais sauver. C'est toujours la même histoire, tu as réussi, tu respires enfin, tu goûtes à la tranquillité. Et un jour, ton téléphone sonne, c'est quelqu'un que tu aimes. Sa voix tremble, il t'explique qu'il a un problème, une urgence, un besoin. Et là, ton cœur prend le dessus. Tu veux aider, tu veux rendre ce que la vie t'a donné. Tu te dis, je ne peux pas dire non. Alors tu prêtes. Et à cet instant précis, sans le savoir, tu viens d'ouvrir la porte à la plus sournoise des fractures humaines, celle qui ne se voit pas, mais qui détruit tout. Car l'argent ne répare pas, il révèle. Pourquoi prêter détruit plus qu'il ne sauve? Quand tu prêtes à un proche, tu crois que tu transmets de l'amour. Mais ce que l'autre entend, c'est du pouvoir. L'équilibre change, il n'y a plus deux égaux, il y a un créancier et un débiteur. Et dans cette nouvelle relation, le respect se transforme en gêne, la confiance en tension. En France, plus de la moitié des litiges familiaux liés à l'argent commencent par un prêt entre amis, sans intérêt, juste pour dépanner. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aucune somme ne reste neutre. L'argent que tu donnes devient un rappel permanent de la dette morale qu'il incarne. Tu crois offrir une solution, mais tu offres une humiliation déguisée. Tu veux aider, mais tu alimentes la dépendance. Et si, par malheur, la personne ne rembourse pas, même partiellement, la blessure dépasse de loin la perte financière. Tu ne perds pas ton argent. Tu perds la paix que tu avais avec cette personne. Chaque repas devient un rappel silencieux. Chaque regard, une facture émotionnelle. Et pire encore, quand tu oses en parler, tu passes pour le méchant. Parce que dans la logique du cœur, celui qui a donné n'a plus le droit d'attendre. Tu te retrouves donc piégé entre deux douleurs, celle de te faire avoir, ou celle de perdre quelqu'un que tu aimais. La 5e loi du riche est la suivante. Si tu veux aider, donne, mais ne prête jamais. Un don, c'est un choix libre. Un prêt, c'est une chaîne invisible, et ces chaînes se resserrent toujours. Les riches qui durent ne prêtent pas. Ils aident différemment. Ils offrent une fois, clairement, sans attente. Et surtout, ils fixent une règle d'or. Si je t'aide, c'est sans retour. Mais tu ne me redemanderas jamais. Cette phrase simple protège deux personnes, toi et celle que tu veux préserver. Parce qu'elle te libère du rôle de banquier, et elle libère l'autre du rôle de débiteur. Comment protéger ton cœur sans fermer ta main? Tu peux être généreux sans être naïf. Aider ne signifie pas s'endetter pour les autres. Cela signifie soutenir sans se sacrifier. Quand quelqu'un vient te voir avec un besoin d'argent, demande-toi d'abord, est-ce que cette aide résout son problème ou est-ce qu'elle le prolonge? Parce que souvent, l'argent que tu donnes ne répare rien. Il anesthésie une douleur temporaire et elle revient, plus forte, plus exigeante. Offre du conseil, du temps, de la stratégie, de l'écoute, mais pas un chèque. Et si tu veux vraiment t'aider, donne une fois, sans attendre. Dis-le clairement, regarde la personne dans les yeux et dis « Je te donne cette somme, sans condition, mais promets-moi une chose, ne me la redemande jamais. »
Ce n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. Parce que chaque fois que tu protèges ta paix intérieure, tu évites à ton entourage de transformer ton succès en fardeau collectif. Souviens-toi, la plupart des relations brisées par l'argent ne viennent pas du manque, elles viennent du malentendu. Tu pensais aider, l'autre pensait être sauvé, mais ni toi ni lui n'aviez compris que l'argent change le lien avant de changer la vie. Et souvent, tu ne réalises la fracture qu'après coup, quand il est trop tard. C'est pourquoi les vrais riches choisissent la paix plutôt que la dette émotionnelle. Parce qu'ils savent qu'aucune somme ne rachète une trahison et qu'aucun remboursement ne reconstruit une confiance fissurée. Tu as appris à fermer la porte du cœur avant qu'il ne devienne ton talon d'Achille. Tu as compris que la vraie générosité, c'est celle qui te laisse en paix après avoir donné. Mais il reste un piège plus subtil encore, celui qui ne vient pas des autres ni du monde extérieur, mais de toi. Parce qu'à présent, que tu es libre de dettes et protégé des attentes, le prochain ennemi se cache dans ton propre rapport à l'argent. Et il porte un nom simple, l'excès. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi la majorité des nouveaux riches s'effondrent non pas à cause des autres, mais parce qu'ils touchent à ce qu'ils ne devraient jamais dépenser, leur capital. Et ce que tu vas apprendre là changera à jamais ta manière de considérer la richesse. La plupart ne manquent pas d'argent, ils manquent de patience. Tu crois que ton capital est là pour être utilisé. Tu te dis, à quoi bon attendre? Après tout, j'ai travaillé dur pour ça. Et c'est vrai, tu l'as mérité. Mais la vérité, c'est que ce que tu possèdes aujourd'hui n'est pas une récompense. C'est un test. L'argent que tu accumules te murmure une seule phrase. Tu peux tout avoir maintenant. Et si tu écoutes cette voix, tu perds tout ce qui t'a permis de l'entendre. Parce que ton capital, ce n'est pas une réserve de plaisir. C'est ton oxygène. Et chaque fois que tu y touches, tu respires un peu moins demain, pour mieux halter aujourd'hui. C'est ainsi que tant de fortunes s'éteignent sans bruit. Non pas dans le chaos, mais dans la lente érosion de la discipline. Pas dans la ruine brutale, mais dans les petits, juste cette fois, qui s'accumulent. Le capital, c'est comme une flamme. Si tu veux qu'elle éclaire longtemps, tu dois apprendre à ne pas te réchauffer trop près. Pourquoi toucher à ton capital te condamne? L'argent, quand il tombe soudainement, fait croire que tout est possible. Mais il ne t'enrichit pas. Il amplifie ce que tu es déjà. Et si tu n'as jamais appris à gérer la rareté, tu ne sauras jamais dompter l'abondance. Les statistiques françaises sur les héritages et les gros gains sont terrifiantes. Plus de 80% de ceux qui reçoivent une somme importante l'ont dilapidée en moins de 7 ans. Pas à cause de la fiscalité, pas à cause des marchés, mais à cause d'une seule idée, j'ai assez. J'ai assez. C'est la phrase la plus dangereuse que tu puisses prononcer quand tu as de l'argent, parce qu'elle transforme ton capital en illusion de confort. Et le confort tue la vigilance. Tu commences à puiser dans ton patrimoine pour financer un projet, puis un voyage, puis un caprice. Et un jour, sans t'en rendre compte, ce n'est plus ton argent qui travaille pour toi, c'est toi qui travailles pour le remplacer. Le capital n'est pas un coffre à plaisir, c'est une racine, et tu ne coupes pas un arbre pour cueillir plus vite ses fruits. La 6e loi du riche est la suivante. Ne dépense jamais ce qui te nourrit. Ne vis que de ce que ton argent te rapporte. Les vrais riches le savent. La liberté ne vient pas du montant sur ton compte. Elle vient de la capacité de ce montant à survivre à tes désirs. Le capital, c'est ton moteur. Le rendement, c'est ton carburant. Tu peux rouler indéfiniment tant que tu n'entames pas le moteur. Mais dès que tu le démontes, pour accélérer un peu plus vite, tu détruis la machine qui te portait. C'est la différence entre ceux qui vivent de leur fortune et ceux qui survivent de leurs excès. Comment vivre sans entamer ton capital? Commence par un principe simple. Mon capital, je ne le touche pas. Jamais. Pas pour une maison, pas pour un coup de cœur, pas pour un projet unique dans une vie. Ce capital, c'est ta ligne de vie. C'est lui qui te protège du hasard, de la maladie, du déclin, du temps. Apprends à calculer ton revenu de liberté, la somme que ton capital peut générer chaque année, sans se réduire. C'est ce que les anglo-saxons appellent la règle du 4%. En France, elle s'adapte selon ton rendement moyen. Si tu veux vivre de 50 000 € par an, ton capital doit te rapporter ces 50 000 sans jamais baisser. Cela signifie qu'à environ 4% de rendement, tu as besoin d'un capital d'environ 1 250 000 €. C'est ton arbre. Tu cueilles les fruits, pas le tronc. Mais pour ça, tu dois accepter une chose, la lenteur. Parce que le capital ne récompense pas ceux qui veulent briller. Il récompense ceux qui savent attendre. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'identité. Toucher à ton capital, c'est dire
je ne me fais pas confiance pour le faire fructifier. Et c'est souvent là que tout bascule, quand tu crois que ton argent est ton filet de sécurité, alors qu'en réalité, c'est ta discipline qui l'était. Le jour où tu cèdes une fois, tu cèdes toujours un peu plus facilement la fois suivante. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à vendre des biens pour payer des envies, puis des souvenirs pour payer des erreurs. Mais ceux qui ne touchent jamais à leur capital comprennent quelque chose que les autres ne voient pas. Chaque euro préservé, chaque fruit laissé sur l'arbre, fait croître une chose bien plus rare que la richesse, la paix intérieure. Tu as appris à protéger ton arbre. Tu as compris que la vraie richesse, c'est de laisser la nature de ton argent suivre son cours. Mais même les arbres les plus solides peuvent mourir s'ils ne sont pas nourris. Parce que ne pas toucher ton capital ne suffit pas. Encore faut-il savoir comment le faire travailler. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils se laissent guider par l'orgueil, par la peur ou par la mode. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir la dernière loi de la richesse durable, celle qui oppose la stratégie à l'ego. Tu comprendras pourquoi les vrais riches investissent sans jamais chercher à impressionner, et comment, au lieu de faire travailler ton argent contre toi, tu peux enfin le mettre au service de ta liberté. Le plus grand ennemi de ton argent, porte ton visage. Quand tu as enfin de l'argent, un autre combat commence. Un combat dont personne ne te parle, parce qu'il se déroule en silence, à l'intérieur. Ce n'est plus une question de manque. Ce n'est plus une question de dette. C'est une question d'orgueil. L'ego te murmure, tu dois le prouver. Prouver que tu as réussi. Prouver que tu mérites ton confort. Prouver que tu es différent. Et ce murmure, imperceptible au début, devient vite un cri. Alors tu regardes ce que les autres ont. Leur voiture, leur montre, leur maison. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes la liberté pour la vitrine. L'ego ne dépense pas pour vivre mieux. Il dépense pour être vu. Et c'est ainsi que des fortunes entières s'effondrent, non pas à cause d'un mauvais investissement, mais à cause d'un besoin maladif d'admiration. Tu ne veux plus être riche. Tu veux qu'on le sache. Et ce jour-là, ton argent arrête de travailler pour toi. Il commence à travailler pour ton image. Pourquoi ton ego est le fossoyeur silencieux de ta richesse? L'ego est un imposteur. Il ne veut pas ton succès. Il veut ta mise en scène. Il te pousse à acheter ce qui impressionne plutôt que ce qui protège. À suivre la tendance plutôt que ta stratégie. Tu commences à investir non plus pour croître, mais pour ne pas rater le train. Et dans ce jeu, tout le monde finit par descendre au même arrêt. La perte. Regarde autour de toi. Combien d'entrepreneurs, d'influenceurs, de gagnants ont tout dilapidé en quelques années parce qu'ils confondaient richesse et reconnaissance? Ils voulaient être admirés. Et ils ont fini seuls. L'ego, c'est le virus de la réussite rapide. Il te fait croire que l'argent t'appartient, alors qu'en réalité, c'est lui qui te possède. Tu n'es plus un bâtisseur, tu deviens un figurant dans ton propre film, ébloui par ta lumière artificielle. Et tu le sens. Tu sais que quelque chose cloche. Mais tu continues, parce qu'au fond, tu as plus peur d'être oublié que d'être ruiné. La 7e loi du riche est la suivante. L'argent travaille quand toi, tu restes calme. L'ego travaille quand toi, tu veux briller. Les vrais riches n'investissent pas pour impressionner. Ils investissent pour durer. Leur argent est un outil, pas une couronne. Ils ne courent pas après la performance. Ils cherchent la cohérence. Et quand ils gagnent, ils restent silencieux. Parce qu'ils savent que le bruit attire les prédateurs. Et que dans le silence, la richesse grandit sans se défendre. Cette règle est simple mais impitoyable. Si ton ego est dans la salle des commandes, ton argent finira dans le mur. Comment faire travailler ton argent? Sans nourrir ton ego? Apprends à déléguer à la raison ce que l'émotion voudrait diriger. Investis avec patience, méthode, humilité. Choisis des stratégies qui te ressemblent, pas celles qui font rêver les autres. Ton objectif n'est pas de battre le marché. Ton objectif, c'est de ne pas te battre toi-même. Constitue ton portefeuille comme on construit une maison. Solide, équilibré, diversifié. Un peu d'action pour la croissance, des obligations pour la stabilité, de l'immobilier pour la sécurité et un peu de liquidité pour la sérénité. Tu n'as pas besoin de tout miser, tu as besoin de tout comprendre. Ce n'est pas en prenant des risques que tu deviens libre. C'est en maîtrisant ce que tu prends. Et chaque fois que ton ego te chuchote, tu peux faire mieux, souviens-toi, la patience bat toujours la précipitation. Warren Buffett le dit depuis des décennies. La bourse transfère l'argent des impatients vers les patients. Mais ce n'est pas qu'une vérité financière, c'est une vérité humaine.
Parce que celui qui reste patient avec son argent finit aussi par devenir patient avec sa vie. Quand ton ego se tait, ton argent respire. Et quand ton argent respire, toi aussi. Tu viens de comprendre comment bâtir une richesse solide, silencieuse, libérée du bruit et de l'orgueil. Mais il reste une vérité que la plupart refusent encore d'affronter. Parce qu'au fond, même si tu sais comment faire travailler ton argent, tu ignores encore ce que l'argent fait de toi. Tu crois peut-être que ce n'est qu'un outil, une simple ressource. Mais Machiavel, lui, y voyait une arme. Une force invisible capable de soumettre les volontés, de façonner les esprits, de décider qui domine et qui obéit. Et si je te disais que ceux qui méprisent l'argent en public sont souvent ceux qui le contrôlent en silence, que chaque fois que tu refuses de comprendre sa nature, tu en deviens l'esclave? Dans la suite, tu vas découvrir ce que Machiavel avait réellement compris de l'argent. Pourquoi il considérait que le mépriser, c'est déjà se condamner, et comment il voyait dans sa maîtrise la clé absolue de la liberté et du pouvoir personnel. Jusqu'ici, tu as vu comment protéger ta richesse. Tu as compris que le silence te protège mieux qu'un coffre, et tu as pris conscience que le véritable ennemi n'est pas le manque d'argent, mais le manque de maîtrise. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la surface. Honnêtement, c'est à peine 50% du chemin. Parce qu'il te manque encore la partie la plus dérangeante, la plus brutale, la plus vraie. Celle que presque personne n'ose regarder en face. La nature même de l'argent. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de croire que l'argent est neutre. Tu risques de penser qu'il suffit de le gérer intelligemment pour être libre. Mais ce serait une erreur. Car tant que tu n'as pas compris ce que l'argent fait de toi, tu restes sous son influence. Tu crois peut-être le contrôler, mais comme l'avait vu Machiavel, celui qui ne comprend pas l'argent, finit toujours par en devenir l'esclave. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir la vérité que personne n'enseigne. Pourquoi Machiavel considérait que l'argent n'est pas une simple ressource, mais une arme politique et psychologique. Et pourquoi refuser de le conquérir, c'est déjà accepter d'être dominé. Tu comprendras enfin comment les puissants s'en servent pour façonner le monde, et comment toi aussi, tu peux retourner cette arme pour reconquérir ta liberté. Sans ça, tu continueras à bâtir ta sécurité dans un système conçu pour te la reprendre. Mais, si tu regardes la suite maintenant, tu verras ce que Machiavel n'a jamais dit explicitement. La loi invisible qui sépare ceux qui possèdent l'argent de ceux qui le servent sans jamais le savoir. Regarde la vidéo maintenant, parce qu'à partir de là, tu ne verras plus jamais la richesse, ni ta propre vie, de la même manière. Souviens-toi, ceux qui refusent de comprendre l'argent finissent toujours par obéir à ceux qui le comprennent.